Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pour le moment donc pas très connu, mais croyez-moi, ça va bientôt changer. Il s'agit de Asahi Linux. Alors c'est pas une énième version de Linux, non, c'est bien plus intéressant que ça, puisqu'il s'agit d'un port de Linux sur Apple Silicon. Donc l'objectif, c'est de permettre à n'importe quel Mac M1 ou M2 de faire tourner un autre système d'exploitation que macOS. Vous allez dire, ok, sauf que moi si j'ai un MacBook, c'est justement parce que je suis intéressé par l'écosystème logiciel de Apple. Du coup, je m'en fous de ton Asahi machin. Et ce serait parfaitement compréhensible. Mais en fait, l'intérêt est complètement ailleurs. Je vous explique. D'abord, je vais vous parler de l'intérêt de Linux pour certains usages où macOS n'est pas du tout adapté en fait. Et du coup, quelles sont les possibilités assez insane qui ont été débloquées grâce à ce projet depuis assez récemment. Je vais vous parler de pourquoi les data centers et autres bidouilleurs risquent de probablement s'arracher les Mac Mini M1, précisément ceux-là, dans les années à venir, mais aussi pourquoi les gens qui sont à l'origine de Asahi Linux sont des grands malades et pourquoi ça ne devrait pas, enfin ça n'aurait pas dû être possible en gros ce qu'ils ont réussi à faire. Mais juste avant, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, O2Switch. On est très content de continuer à travailler avec eux. Vous le savez, le monde de l'hébergement web peut être un vrai labyrinthe avec ses offres incompréhensibles, ses choix techniques et ses limitations. Mais O2Switch, ils ont choisi de simplifier tout ça. Une seule offre complète et sans limite. 12 threads de CPU, une RAM à 48 Go, un stockage en SSD NVMe très rapide. Ils vous offrent également un nom de domaine et vous pouvez héberger plusieurs sites, chacun dans des espaces isolés pour vos clients par exemple. C'est une solution idéale que vous soyez blogueur, commerçant ou chef d'entreprise. Et nous, on affectionne particulièrement ce service parce qu'ils sont français, ils ont un support technique 7 jours sur 7 et un service très transparent. Pour en savoir plus, je vous laisse cliquer sur le lien en description. On reprend, je vous explique. Déjà, on va retourner un peu dans le passé. On est en 2020, peu après les premières annonces d'Apple, comme quoi ils arrêtent de bosser avec Intel pour leurs processeurs. Ils vont faire les leurs. Clairement, c'est un autre game et tout le monde est estomaqué parce qu'ils prennent d'entrée de jeu plusieurs années d'avance sur la concurrence. Ce qui est une anomalie en fait quand tu regardes l'évolution des processeurs depuis 30 ans, quoi. Notamment parce que quand tu regardes leurs puces, elles ont un rapport coût, puissance, consommation qui est totalement extraterrestre. Le problème, c'est que ce sont des machines bloquées sur macOS, évidemment. Comme tous les appareils de Apple, ils sont livrés avec macOS. Alors les versions Intel avant avaient la possibilité de passer sur Windows avec Boot Camp ou Linux. Et comme c'était des puces classiques, il n'y avait pas de problème. Windows et Linux tournaient parfaitement. C'était même supporté en réalité par Apple. Oui. Et là, c'est pas le cas. Apple, techniquement, quand on regarde au niveau du bootloader, sans rentrer trop dans le détail, ils autorisent le fait d'avoir d'autres systèmes d'exploitation en parallèle. Mais juste, ils disent, nous, on vous aidera pas. En gros, c'est pas interdit. Okay. C'est pas interdit. Le bootloader permet d'installer un autre système, mais il n'y a aucune documentation d'Apple sur le fonctionnement de tous leurs composants. Et globalement, eux-mêmes ne s'avancent absolument pas pour proposer un support. Mais c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que si un jour quelqu'un était assez malade mental pour faire du reverse engineering sur l'ensemble des composants, ce serait pas un jailbreak, au sens où il n'aurait pas à trouver une faille qui lui permette d'installer le système. Et donc, c'est intéressant. Ça serait pas illégal, quoi. Ce serait pas illégal ou d'un point de vue des conditions respecte pas les conditions d'utilisation. C'est ça. Donc c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que personne n'imagine que ce serait possible un jour, mais on se dit si ça se produit, au moins ce sera quelque chose de vraiment pérenne, quoi. Ce sera pas un petit hack. Donc déjà, il y a des choses intéressantes. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire tourner déjà Linux ? À quoi ça sert ? Quels sont les usages qui sont inadaptés sur macOS ? Le premier, c'est de faire tourner des services pendant des mois, en fait. Tout ce qui ressemble à un serveur, potentiellement sans interface graphique, ou qui fonctionnerait en cluster. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a plein qu'on doit contrôler en même temps. Toutes ces choses-là, macOS, il faut le dire, c'est pas vraiment fait pour. En fait, c'est un peu un enfer. Et même, je me permets d'ajouter, il a existé un Xserve, qui était un serveur sous macOS, donc rackable, vraiment la gueule d'un serveur. Ils ont arrêté le projet parce que ça devait concerner très peu de gens et eux-mêmes se sont aperçus que c'était pas ça l'usage de macOS. Et en fait, Linus lui-même l'a dit, les puces M1 sont parfaites pour faire tourner Linux. Ce seraient des devices géniaux, quoi. Mais ce qu'il a dit, c'est que c'était trop galère. C'est-à-dire que l'emmerdement pour développer le projet pour le faire. Ouais. Et c'est trop gros, quoi. Ouais. Ça arrivera jamais. Ce serait très bien, mais ça n'arrivera jamais. Sauf que alors peut-être. Un jour, il y a un gars qui va faire un tweet. Dans ce tweet, il va dire « Cher Twitter, est-ce que vous seriez motivé pour financer un projet de port de Linux sur Apple Silicon ? Et si oui, combien est-ce que vous seriez capable
de mettre. Et alors les gens ont voté en masse. Globalement, là on n'a pas les comptes, mais il doit y avoir 11 000 votants, je crois, en tout. Donc si vous faites le calcul, ça fait un sacré paquet de gens qui ont l'air intéressés pour donner un petit peu d'argent chaque mois. Et lui, si vous ne savez pas qui c'est, ça n'est pas n'importe qui. En fait, c'est un gars qui a participé activement, notamment au jailbreak de la Wii à l'époque, au développement du Homebrew Channel. Si vous bidouillez votre Wii à l'époque, ça doit vous rappeler des souvenirs. Il doit y avoir une petite nostalgie. Il a également participé à porter Linux sur la PS3 et la PS4. Et il ressemble à ça. Cette conférence, que je vous conseille vivement d'écouter, de regarder. C'est une conférence ? Ouais, c'est une conférence, mais où il est à distance. Oui, d'accord. Ouais, austère la conférence. Je te dis, ça paye pas de mine. Ça n'irait pas de mettre de couleur. Mais en fait, c'est un énorme malade qui va, autour de lui, réunir 7 personnes qui sont tous des cadors du développement bas niveau, en fait. Okay. Dans des domaines très différents, que ce soit du développement de GPU, dans l'audio, l'acoustique. Enfin, dans des pilotes, tu veux dire, du GPU, ouais. C'est que des fous furieux, on dirait vraiment les Avengers, puisque effectivement, ils se lancent dans ce défi, faire un port complet de Linux, et pas pour une blague, parce qu'il y a des fonds qui sont déposés. Parce qu'il a réussi. C'est une boîte, du coup. Il y a des gens qui financent ce truc. Lui, il a arrêté son travail. Il avait un travail. Il a tout arrêté pour se mettre à plein temps et développer ça. Il y a plein d'entreprises et vous allez voir de bidouilleurs, pour qui c'est vraiment intéressant d'avoir une version de Linux stable, propre, qui tourne sur les machines d'Apple. Énorme. Ce qui est cool, c'est que ce projet se passe en sous-marin depuis 3 ans. Et l'avantage que vous avez à découvrir ça maintenant, c'est que depuis la rentrée, c'est pile le moment où ça devient vraiment stable et utilisable. Et sans plus attendre, je vous propose de regarder quelques images de à quoi ça ressemble, tout simplement. Voilà, ceci est un MacBook qui tourne sous Arch Linux. Il n'y a pas de virtualisation, ça n'est pas une VM, c'est vraiment un OS qui est disponible à côté de Mac. Donc tu peux toujours démarrer sur macOS. Quand on a envie, tu peux passer sur Linux. Pour installer ça, c'est hyper simple. En réalité, tu as juste besoin de démarrer un script sur ton macOS. Il va tout faire. C'est même plus simple que d'installer Ubuntu sur un PC. T'as testé, toi, tu l'as fait? Moi, je l'ai là. Okay. Et je l'utilise pas au quotidien, mais de temps en temps, je vais regarder, voir comment ça a avancé, etc. Ce qui est activé. Vraiment, c'est hyper simple. Il vous faut juste 50 Go de disponible sur votre Mac. Vous ne perdez rien de votre OS principal, évidemment. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est supporté, qu'est-ce qui n'est pas supporté? Vous allez voir, c'est pas non plus tout rose. Il y a encore quelques trucs qui manquent. Par exemple, le HDMI sur les MacBooks ne marche pas. Le Thunderbolt, non plus. Mais l'USB 3, oui, par exemple. Donc la nuance, c'est Thunderbolt, c'est le protocole développé avec Intel qui peut monter à 50 gigasecondes. Et donc, c'est pour brancher des iGPU, des choses comme ça, un peu plus poussées. C'est pas encore possible. Les enceintes intégrées des MacBooks, etc., pareil, ça ne marche pas. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils savent très bien les faire marcher. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bloque pour faire marcher les enceintes. La seule raison pour laquelle c'est désactivé, c'est pour des raisons de sécurité. Parce qu'en fait, ils veulent être vraiment sûrs de contrôler l'acoustique et ce qu'ils vont faire avec les speakers. C'est très très touchy, un speaker. Si tu fais n'importe quoi, tu peux le faire exploser et créer des gros problèmes d'audition. Et donc, tu fais pas du tout n'importe quoi. Il faut des tests très contrôlés en labo, etc. Ils veulent faire ça bien, quoi. Exactement. Non mais, preuve supplémentaire que c'est pas le projet au fond d'un garage développé pour rigoler par des copains. C'est pas ça. C'est vraiment très sérieux. À quel moment, eux, ils rentabilisent ça, du coup? Et bah, c'est financé par des dons, entièrement. Et justement... Entièrement juste par les dons. Et... Voilà, tu peux en suivre certains sur Twitch et qui font du grand 70 heures semaine. Clairement, ils sont pas dans une logique de rentabilisation. Juste, ça se voit qu'ils s'éclatent. Ils s'éclatent parce que quand tu regardes passion. Quand tu regardes en termes de difficulté de projet, techniquement, c'est fou. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous dire, ok, mais en fait, Linux, c'est l'OS qui tourne partout. Il faut se dire qu'ils repartent vraiment de zéro. Par exemple, il n'y a pas de documentation publique de comment marche le GPU sur Apple Silicon. Donc, ils doivent entièrement rétro-ingénierer le truc. L'ensemble du fonctionnement du GPU. C'est un exemple, mais en fait, c'est ça pour à peu près tous les composants. Oui, parce qu'en fait, tout est intégré à la puce. Avant, t'avais le processeur, le GPU qui était bien distinct, et du coup, t'interagissais avec les différentes entreprises. Là, tout est intégré, en fait. Exactement. Donc, en fait, c'est fascinant de voir les outils qu'ils ont développés pour ça. Parce que avant de pouvoir faire ça, il faut développer des outils d'analyse, en gros, qui n'existent pas, parce que c'est la première fois sur Terre que quelqu'un se penche sur ce hardware, en fait. Et c'est pour ça que ça a pris plusieurs années. Ce qui était nécessaire avant d'en arriver là est fou furieux. Toujours est-il qu'actuellement, la rétro-ingénierie avance à vitesse grand V. Il y a énormément de choses supportées sur M1, pas encore sur M2. Je vous le disais, moi, je l'ai installé sur mon Mac, ça marche super bien. T'as un système d'auto-update tout seul.
Il y a plein de gens apparemment qui l'utilisent comme leur OS principal, qui ne retourne plus jamais sur l'autre. Quand il réfléchit, ça fait de ces machines potentiellement un des meilleurs laptops sur Linux. Vous allez voir, je vais vous parler d'autres bidouilles qui pourraient être intéressantes et qui deviennent possibles maintenant, mais juste de base, comme un laptop, en fait, quand tu regardes sur le marché, t'as pas beaucoup d'alternatives. T'as des trucs chez Framework, par exemple. Tu sais que je les ai découverts récemment et j'en ai vu un, il y a quelqu'un qui m'en a montré un. C'est incroyable. Pour expliquer, c'est l'ordinateur pluggable, un peu comme le projet ARA de Google. Oui. Tu peux remplacer chaque port que tu as, component, par un autre. Ouais. Alors, je sais pas si dans la pratique c'est sympa, mais à voir, c'est magnifique. C'était effectivement un des seuls laptops sur Linux qui était vraiment sexy, modulaire. Très bien shadé. Ouais. Et voilà. Mais en fait, quand tu mets en face, par exemple, un MacBook Air, ça coûte 1000 balles. Ouais. C'est 21 heures de batterie. Ouais, non, mais les MacBook Air, c'est indécent. Donc, quand tu regardes, franchement, il y a de quoi s'interroger. Surtout que, alors, évidemment, c'est beaucoup plus fermé, etc. Mais en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. L'ensemble du hardware aujourd'hui a toujours des composants fermés. C'est-à-dire que même les projets de hardware les plus open source, en fait, il y a actuellement, espérons que ça change un jour, mais en fait, il y a toujours actuellement des briques, des puces qui seront des puces de firmware sur certains composants qui seront propriétaires, fermés. Et surtout, c'est pas du tout bloquant pour faire plein de bidouilles avec un Mac Mini, par exemple. Un des cas d'usage qui m'est venu le plus rapidement, c'est tout ce qui a à voir avec de l'audiovisuel, de la vidéo. Parce que si vous regardez ce qui est possible sur le marché, en termes d'encodage, décodage, vidéo, etc., tu as soit des GPU qui coûtent vraiment cher, tu as soit des technologies d'Intel, par exemple QuickSync, sans rentrer dans le détail, mais c'est un des trucs les plus abordables qui est assez performant. Mais là, si on y réfléchit, le Mac Mini M2, c'est $669 à la vente. Ça peut transcoder 9 flux 4K simultanés. What the fuck? J'étais même pas Alors bon, il faut regarder un peu les paramètres du benchmark, mais en gros, c'est de cet ordre. Et surtout avec une consommation électrique qui est complètement abusée. Et donc, quand tu y penses, pour te faire un serveur multimédia chez toi, chez vous, vous avez peut-être un Plex, ou Infuse, ou voilà, des choses comme ça qui peuvent vous permettre de regarder vos séries, vos films. C'est probablement la meilleure techno du marché, c'est probablement le meilleur appareil du marché pour faire ça actuellement. Je me suis même demandé si dans les data centers, ça pouvait pas les intéresser, parce que qui dit faible consommation électrique, il dit dans les data centers, ça peut être cool. Par comparaison, j'ai un peu regardé ce qu'utilisait Netflix actuellement pour faire tourner leur service. Et en gros, c'est des très gros serveurs avec des processeurs d'AMD, qui sont les EPYC 752P, dit ROM. Je vous passe les détails de l'implémentation, mais en gros, c'est plutôt un format avec des très grosses machines qui peuvent gérer 250 gigas de bande passante par seconde. Leur pari actuellement, c'est plutôt des très grosses machines et peut-être ça leur permet de faire des économies d'échelle sur les performances, la consommation électrique, etc. Mais en vrai, c'est une bonne question. Je suis curieux de savoir si vous travaillez en data center, etc., si vous avez déjà fait des tests de clusters de Mac Mini. À l'époque où c'était très limité sur le logiciel, la question ne se posait pas encore. Mais maintenant qu'il y a Linux, il y a tout ce qu'il faut en termes d'administration pour faire des clusters et faire un data center entièrement équipé. C'est énorme. Comme vous le voyez, ils n'ont pas attendu, c'est ce que je vous disais. Voilà, je ne sais pas si ça va faire monter le prix des Mac Mini, mais clairement, c'est en train de devenir un bon deal. C'est en train de devenir un très bon deal. Le futur data center. Mais pour le coup, celui-là ou en vidéo, moi j'en ai vu passer aussi, je crois que Scaleway vend ça tourne sur macOS pour le coup. Là encore. Parce que ça m'étonnerait qu'il fasse déjà tourner Asahi, ça serait un peu risqué, non? Mais je pense qu'on est pas loin. Ça commence à devenir suffisamment stable pour le faire. Typiquement, j'ai vu aussi des gens transformer un Mac Mini en NAS. Si tu veux un NAS qui a un peu de patate et qui tourne sous ARM, ce qui est du coup le cas, tu veux installer FreeNAS par exemple ou des choses comme ça. En fait, pareil, c'est vachement adapté. C'est tellement simplifié, tu peux mettre Linux en vrai. Mais t'as tellement de possibilités qui s'ouvrent. Pareil, si tu veux un contrôleur domotique dans ta maison, tu vois, un Home Assistant. Même chose, c'est que des choses qui sont développées a priori sur Linux. Alors peut-être tu peux des compatibilités et tout, mais c'est pas vraiment fait pour. Pareil pour de la virtualisation. Qui dit Linux dit KVM. On passe les détails, mais en gros, ce que ça permet de faire, c'est de déployer un certain nombre de machines virtuelles ou de conteneurs sur votre serveur central dans votre maison. Et franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que pour l'instant, si tu voulais ces performances-là, avec cette consommation-là d'électricité, il fallait mettre un sacré billet quand même. La petite cerise sur le gâteau que je vous ai gardé pour la fin, c'est que ils sont tellement fous, ces gens. Ils trouvent des bugs dans les drivers de macOS, du matériel plutôt, que Apple ne connaissait pas. Ah ouais. Donc, par exemple, il y a une personne qui développe
que vous pouvez voir ici. C'est dommage qu'on n'ait pas le son. Je pense que dans la vidéo, on mettra le son. Il se trouve que cette personne développe le driver pour le GPU en direct sur Twitch. Autant vous dire que voilà, c'est le premier driver développé en Rust par un ou une VTuber. C'est une VTubeuse qui tu peux t'endormir devant. N'espère pas comprendre des choses par contre. Mais c'est complètement fascinant à regarder. C'est une forme d'ASMR. Hein. Exactement. Et elle l'a trouvé dans le driver de macOS un bug critique. Mais vraiment un truc critique. Ouais, vraiment. C'est incroyable. Un truc extrêmement grave qui concerne tous les Macs sous M1, M2 qu'elle a fait remonter à Apple. Et donc, elle est créditée dans le changelog d'Apple. Tu peux avoir le. Il y a le petit. Oh, mais oui, Azaï Lina qui est crédité. Incroyable. Qui permettait donc d'exécuter du code arbitraire avec les plus hauts niveaux de privilèges. Voilà, si vous êtes dans la sécurité, vous savez que c'est un problème. Je me pose une question. Je sais pas si elle a été rémunérée, tu penses? Je pense, ouais. Parce que quand même, trouver une faille pareille, si, il y a un bug bounty. Si tu prends pas de bounty, ça fait... Il n'y a pas le chiffre exact dans le TikTok qu'on vient de vous montrer, mais oui, un bon pactole, j'espère. Bah, j'espère, ouais. C'est peut-être ça qui finance en partie le projet. Ouais, c'est Apple. Voilà. C'est beau. Mais encore une fois, je pense qu'ils sont même pas contre. Hein, ouais. Bon, de la finance. Juste, c'est possible qu'il y a 3 ans, il y a quelqu'un aurait eu qui a fait « Marchera jamais. » Oui. Marchera jamais. Tout le monde aurait dit ça. Tout le monde se serait concerté il y a 3 ans, aurait dit c'est impossible qu'on ait ça un jour, c'est le rêve de tous les vidéos, mais ça n'arriverait jamais. Ça arrive. Et surtout, ça arrive vite, hein, parce que faut se dire que c'est vraiment comme si c'est une nouvelle famille de processeurs, comme si Intel apparaissait aujourd'hui sur le marché. Et en 3-4 ans, je sais pas quand c'est sorti, les Mac M1, là, mais... Ça va vite. Hein. Je vous invite à aller sur le wiki si ce genre de projet vous intéresse et à vous balader sur les notes de mise à jour parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où les coulisses, les entrailles d'un Mac sont mieux expliquées. Ouais. Évidemment, Apple ne le fait pas. Donc s'il y a un endroit où vous voulez découvrir ce qui se passe dedans, c'est sur le wiki de Azaï Linux. Et voilà, vous allez y passer des heures, mais vous allez apprendre plein de trucs. Il n'y a pas à dire, les gens qui ont développé Azaï Linux sont de sacrés aliens. Mais si je vous disais qu'il existe un autre projet, fait par des gens probablement encore plus tarés, et qu'on a reçu sur ce plateau. Ce projet, il s'appelle David. C'est plusieurs centaines de milliers de lignes d'assembleurs codées à la main. Et il va tout simplement révolutionner la vidéo dans le futur. Je vous laisse voir ça dans cette vidéo.